Si je fais un pas de côté, il y a néanmoins quelque chose qui est en train de monter très fort dans la société française et qu'on avait déjà vu dans certaines catégories de la population au moment de la crise des Gilets jaunes, et qu'on peut résumer par un cri que ne renierait pas Contribuables Associés, c'est « Qu'est-ce que vous faites de notre pognon ?» Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle matinale organisée par Contribuables Associés. Après avoir reçu le journaliste Dimitri Pavlenko, l'économiste Jean-Marc Daniel, nous avons ce matin la joie de recevoir Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, il est essayiste, il est politologue et il est responsable du département opinion et stratégie d'entreprise au sein de l'entreprise IFOP. Il a publié ces dernières années des ouvrages à succès, notamment le dernier « La France sous nos yeux » qui s'est vendu à plus de 110 000 exemplaires et avant « L'archipel français » pour lequel ils avaient aussi rencontré un vrai succès de librairie. Alors pour l'interroger aujourd'hui sur les questions que la France traverse, nous avons la chance d'avoir Jean-Baptiste Léon qui est le directeur de la rédaction et le directeur des publications de Contribuables Associés, qui lui posera donc un certain nombre de questions. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons aussi des questions que nous ont remontées les membres de Contribuables Associés via les réseaux sociaux et Internet. Et dans un troisième temps, nous aurons naturellement un échange avec les membres de Contribuables Associés qui sont venus nombreux aujourd'hui et je les en remercie. Contribuables Associés, c'est une association qui est indépendante des partis politiques, indépendante des pouvoirs publics et qui rassemble aujourd'hui une famille de plus de 350 000 membres engagés pour une saine gestion de la dépense publique pour éviter les gaspillages. Je vous invite donc à nous rejoindre, soit en signant nos pétitions, soit en allant sur notre site internet pour devenir donateur et ainsi combattre ensemble contre un certain lobby du gaspillage public qui gaspille, vous l'avez bien compris, les deniers des Français. Sur ce, je laisse Jean-Baptiste commencer l'entretien et je vous souhaite un excellent moment en présence de Jérôme Fourquet. À bientôt. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci beaucoup de vous exprimer devant les membres de Contribuables Associés et les amis de Contribuables Associés, nos amis sympathisants. Alors une première question, Jérôme Fourquet. En quoi consiste le métier de sondeur? Est-ce qu'il s'agit seulement de dévorer des monceaux d'études statistiques ou faut-il également, pour avoir une juste vision des choses, s'accouder au comptoir du bar PMU et écouter ce qui s'y dit? Alors d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Le PMU, on essaie de pas trop le fréquenter. Mais effectivement, notre travail, c'est d'essayer d'éclairer nos clients, le public, sur l'état de la société française, sur ses évolutions, sur ses lignes de clivage, sur ses attentes, sur les imaginaires aussi qui sont générés. Et pour ce faire, on a recours à une boîte à outils qui est assez diverse. D'abord, on a ce qu'on appelle le sondage quantitatif. C'est ce que vous voyez passer régulièrement dans la presse en disant X% des Français pensent que 65% des Français sont opposés au recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Pour faire ça, ce n'est pas uniquement les analyser, les dévorer, ces statistiques, il faut d'abord qu'on les produise. Et donc, c'est quand même le cœur de notre métier, c'est la production, la réalisation d'enquêtes et de sondages. Et on avait réalisé il y a quelques temps toute une série de sondages. Ouais, j'en ai un ici, par exemple, sur la fiscalité. Voilà, pour Contribuables Associés. Une fois que ces sondages sont produits, qu'on a interrogé les échantillons représentatifs, bien, effectivement, on va analyser les résultats, regarder si on a des évolutions dans le temps, comment les choses se structurent par niveau social, catégorie d'âge, etc., etc. Autre élément ou ingrédient présent dans notre boîte à outils, ça c'est pas le bar PMU, mais c'est ce qu'on appelle des enquêtes plus qualitatives. Non pas que les autres ne soient pas de qualité, mais là, on ne vise pas la masse et le volume, mais on va interroger un groupe de 10-15 personnes assez homogènes et on va les faire parler pendant 3-4 heures sur ce qu'on appelle, nous, un guide d'entretien, un guide d'animation. Et donc, on ne ressortira pas comme résultat X% pense que, mais on essaiera de voir quelles sont les argumentations qui sont mises en avant, comment les gens font l'association entre tel et tel
thématique, quel imaginaire se loge ou se cache derrière tel ou tel terme. Donc ça, c'est le deuxième outil qu'on mobilise. Et puis, ce qu'on mobilise également, c'est l'étude et l'analyse d'autres sources documentaires qui ne sont pas, elles, pour le coup, produites par l'IFOP. Ça peut être des enquêtes de l'INSEE, des travaux historiques ou autres. Des romans, hein, vous citez dans votre dernier ouvrage Michel Houellebecq. Nicolas Mathieu ou autres. Ouais. Et donc on essaye de faire un peu feu de tout bois pour essayer de restituer des analyses qui soient, on l'espère, éclairantes et pertinentes sur la base de tout ça. Alors vous allez nous éclairer sur l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit des Français en cette fin janvier 2023 ? Il y a beaucoup à dire sans doute. Alors, oui, effectivement. On a une société française qui, traditionnellement, est assez pessimiste. Ça l'est encore un peu plus, aujourd'hui. Alors, il faut qu'on nuance ce propos avant d'essayer d'expliquer pourquoi. Quand on dit pessimiste, c'est que les Français sont pessimistes quand on les interroge sur le sort et l'avenir de leur pays. Quand il s'agit de leur propre situation, en général, le sourire revient un peu sur les visages. Et il y a une formule qui est assez connue, qui est la suivante, bonheur privé, malheur public. Donc je pense que ça peut parler aux gens de chez Contribuables Associés. Une fois planté ce décor, néanmoins, quand on interroge les Français sur l'état de leur pays, sur l'avenir du pays, ils affichent un des taux de pessimisme parmi les plus élevés au monde. Alors c'est, je crois, Sylvain Tesson qui dit « La France est un paradis peuplé par des gens qui se croient en enfer ouais. ». Bon, alors comment on peut expliquer ça ? Il y a plusieurs raisons, une espèce de tradition culturelle, mais je pense plus globalement que ce pessimisme, alors il a déjà été fort à différentes périodes de notre histoire, mais il est particulièrement prégnant aujourd'hui, et je pense que ça s'explique en partie par un décalage manifeste et qui est de plus en plus visible entre un imaginaire et des représentations dans lesquelles nous avons vécu pendant très longtemps, entretenus en cela par nos dirigeants, qui consistaient à présenter la France comme une grande puissance, comme un pays dont la voix compte, un pays qui est écouté, un pays dont les dirigeants se mêlent de la moindre crise internationale, même si elle a lieu à l'autre bout de la planète. Et puis la réalité concrète du pays qui, aujourd'hui, est une puissance moyenne et évolue plutôt en deuxième division. J'ai coutume de dire que quand on se compare avec nos voisins du sud de l'Europe, les Espagnols et les Italiens, eux, ça fait déjà plusieurs siècles qu'ils ont intégré collectivement le fait qu'ils jouent en deuxième division. Et donc il n'y a pas de décalage entre les perceptions et la réalité. Nous, c'est beaucoup plus récent et je pense que c'est beaucoup plus douloureusement vécu. On est encore membre permanent du Conseil de sécurité. Vous voyez, sur la situation en Ukraine, nous sommes dotés de l'arme nucléaire, etc., etc. Notre président se fait fi de parler à tout le monde dans ce conflit, alors même que la réalité, qu'il s'agisse de la fourniture d'armement, de nos performances économiques, de notre niveau d'endettement, nous classe plutôt en deuxième qu'en première division. Et donc je pense que ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus ressenti et ça contribue sans doute à ce pessimisme et aussi peut-être à une forme de nostalgie des années 60 ou 70 où la France était plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Une forme de déclassement de la France, une angoisse qui monte, paraît-il, chez les Français aussi, face à ces crises récentes, entre guillemets, celle du Covid, celle liée à la crise énergétique, liée ou pas, ou en partie en tout cas, à la guerre en Ukraine, également cette fameuse réforme des retraites. Comment voyez-vous les prochains mois Est-ce que les Français, on a vu, il y a eu comme une manifestation massive la semaine dernière. Est-ce que ça va perdurer dans le temps ? Est-ce qu'en gros, on a eu les bonnets rouges en 2015, les gilets jaunes en 2018 ? Est-ce que les gilets rouges, quelque part, en 2023 quoi ? Alors, il faut être très prudent, parce que la météo sociale, ce n'est pas une science qui est très facile. Ouais. Personne n'avait vu venir le mouvement des gilets jaunes. Une fois que ça a démarré, nous, à l'IFOP, comme d'autres, on a dit ça ne nous étonne pas complètement, les territoires qui sont concernés, le fait que ce soit sur une taxe, que ça concerne la population des automobilistes qui sont très dépendantes des carburants, tout ça a été logique
Et quand on regardait nos courbes et nos indices, tout ça était quelque part un peu attendu. N'empêche que personne ne savait quand est-ce que la goutte d'eau ferait déborder le vase. Donc il faut être très prudent et modeste sur ce qui peut se produire. Si on regarde néanmoins, si on effectue néanmoins des comparaisons avec des mouvements sociaux précédents, les syndicalistes se réfèrent en permanence à la grande victoire mythique de novembre-décembre 1995. On est aujourd'hui dans un climat qui est quand même très différent et la société française a énormément changé. Alors certes, les enquêtes d'opinion montrent que les Français sont très majoritairement opposés au recul de l'âge de départ à la retraite. On pourra revenir sur le sujet. Mais en même temps, certes aussi, il y a eu beaucoup de monde dans les rues et dans les cortèges partout en France la semaine dernière. Néanmoins, quand on compare la situation actuelle à 1995, on s'aperçoit que le rythme des manifestations était nettement plus rapproché. Là, il y a 10 jours entre la première journée de grève, la première journée de mobilisation nationale et la deuxième. Et qu'en 1995, la première grande manif commence le 24 novembre. Et dès le 25 décembre, la SNCF entre en grève reconductible, suivie 2 ou 3 jours après par la Poste, qui était à l'époque très importante encore. Internet n'avait pas pris le poids qu'il a dans nos vies. Il y avait encore un timbre rouge. France Télécom, qui ne s'appelait pas encore Orange, EDF, GDF, qui était encore fusionné. Et donc on a à la fois des manifestations de rue qui sont très imposantes, mais aussi toute une partie du monde du travail, essentiellement, il est vrai, dans le public, qui se met en grève et qui contribue au blocage du pays et de l'économie. On n'a pas pour l'instant le même phénomène. Alors on a que la CGT qui essaie de mobiliser ses bastions dans l'énergie, chez les dockers, etc. Mais on voit que le rythme de montée en puissance du conflit, pour l'instant, n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'était opéré en 1995. Il n'y a pas un retour des syndicats, justement, non? Vous ne percevez pas une remontée en puissance Alors, ils ont fait preuve de leur capacité à mobiliser, ça c'est clair. Ils ont de surcroît été capables de se mettre tous d'accord. Ouais. Et donc ce qu'on appelle dans le jargon l'intersyndical est totalement rassemblé. Ce qui passe néanmoins par un certain nombre de compromis. S'il avait tenu qu'à la CGT, il n'y aurait pas eu 10 jours entre la première et la deuxième mobilisation. Là, il faut tenir compte des vues des syndicats qu'on appelle réformistes, notamment la CFDT. Donc, ils sont encore puissants, ils sont là. Néanmoins, on voit que la capacité à rentrer dans le mouvement et à faire démarrer des grèves un peu partout est beaucoup plus faible qu'elle ne l'était en 1995. Et donc, cette réforme ne va pas être une partie de campagne pour le gouvernement, bien évidemment, et bien malin qui peut dire comment tout ça finira. Néanmoins, si on s'achemine sur des grèves, des journées d'action interprofessionnelles tous les 10 jours, ponctuées ou perlées entre-temps par des grèves ponctuelles dans tel ou tel secteur, le pays ne sera pas à l'arrêt et sans doute que le gouvernement sera en capacité de faire passer sa réforme modulo peut-être quelques ajustements ou gestes en direction de telle ou telle catégorie. Vous parliez de la succession des crises que le pays a traversées ces dernières années. Donc, la crise Covid, bien évidemment, mais avant, vous avez évoqué les Gilets jaunes. On pourrait parler aussi de la crise terroriste, avec de 2015 à 2017, dans nos enquêtes à l'IFOP, pendant 2 ans. Il y a un avant, un après. Ouais. Oui, et puis pendant 2 ans, on a plus de 50% de la population qui considère que la menace terroriste était très importante. Donc il y avait une tension énorme dans le pays. Tout ça, c'est un peu relâché depuis. On a maintenant la guerre aux portes de l'Europe, les tensions inflationnistes, les tensions sur le pouvoir d'achat. En toile de fond aussi, la préoccupation environnementale. Et donc il y a un terme qui est très à la mode et qu'on emploie beaucoup en France, et ailleurs également, c'est le terme de résilience. On dit qu'on a une société qui est résiliente. Quand on regarde un peu de loin, effectivement, on est toujours présent et le bateau France a traversé ces tempêtes successives. Et il est toujours à flot. Donc moi, quand vous regardez dans le détail, on a quand même des trous dans la coque et on constate qu'on a entre 30 et 40% de la population qui se dit fatiguée psychologiquement, fatiguée même plus fatiguée physiquement qu'elle ne l'était avant la crise Covid, comme si toutes ces crises avaient fonctionné un peu comme un espèce d'énorme stress test qu'une partie de la population
n'avait pas réussi. Je crois que ce qui ressort d'une de vos études, c'est qu'en fait, dans les arrêts de travail, on voit maintenant que les troubles à caractère psychologique sont supérieurs aux troubles, musculo-squelettiques. Ouais. Donc on a 30 à 40% de la population. Alors on a écrit une note qui s'appelle grosse fatigue et épidémie de flemme. Donc les deux sont mêlés, mais qui aujourd'hui est un peu sur le bord de la route et qui sort rincé, épuisé par les événements que nous avons traversés. Alors, ce n'est pas une majorité, on a 50 à 55% de la population qui dit qu'elle est toujours aussi motivée psychologiquement, qu'elle se sent physiquement toujours en forme. Néanmoins, quand dans un collectif, vous avez 35 à 40% de l'équipe ou du collectif qui traîne un peu la patte pour toute une série de raisons, eh bien tout ça fragilise l'ensemble de l'édifice. Et donc, pour en revenir au point précédent, on a une société française qui est partagée entre sentiment de colère et aussi une forme de résignation ou de fatigue. Ouais. Et donc, on oscille entre les deux actuellement. Ce sentiment de démission pour certains des Français interroge aussi leur rapport au travail qui a beaucoup évolué depuis des décennies. Expliquez-vous. Oui, alors effectivement, ça c'est une tendance de fond qui s'est déployée depuis au moins une trentaine d'années, depuis les années 90. Et comme souvent, les crises, donc la crise Covid, n'a fait qu'accélérer la tendance qui était préexistante. Ce que nous, on diagnostique au regard des chiffres dont on dispose, c'est ce qu'on a appelé une perte de centralité du travail. C'est-à-dire que de moins en moins de Français considèrent le travail comme étant structurant et très important dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de travailler, ça veut dire qu'ils relativisent la part du travail dans leur vie et la vraie vie ou la vérité est ailleurs, selon la formule, et donc ils s'investissent davantage dans la sphère privée. Je vais vous donner quelques chiffres. Quand on interrogeait les Français en 1990 en leur demandant si chacun des thèmes suivants était très, assez, peu ou pas du tout important dans leur vie, donc la famille, les amis, les loisirs, le travail, la religion, la politique, à l'époque, le travail était l'item qui arrivait en deuxième position en termes de niveau de réponse. Cela est très important dans ma vie, c'était 60% des Français, derrière la famille. Les loisirs pointaient assez loin derrière, à 25%. On a reposé la question l'année dernière, on est tombé à 24% sur le travail, donc on a perdu 36 points en une génération, et on est passé à 41 sur les loisirs. Et donc aujourd'hui, les loisirs, en termes d'intensité d'importance, sont jugés par plus de Français comme étant très importants que le travail. La hiérarchie s'est inversée. Ce que j'ai coutume de dire souvent aux chefs d'entreprise avec lesquels on travaille, c'est que pour leurs salariés, aujourd'hui, la semaine, c'est ce qui est entre les RTT et les week-ends. C'est comme ça que les gens pensent les choses maintenant. Et donc, vous voyez que même en termes de calendrier, les perceptions se sont inversées. Alors, tout ça commence il y a longtemps déjà. Les données dont je vous parle remontent aux années 90. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a eu les 35 heures, on a eu ensuite la crise Covid, et puis les économistes connaissent ça bien. Il y a certes des décisions politiques, mais on a également un phénomène historique de baisse tendancielle du nombre d'heures travaillées dans une année avec les gains de productivité, etc. etc. Et donc, objectivement et mécaniquement, les Français peuvent considérer qu'aujourd'hui, ils passent moins de temps dans leur vie au travail qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc, le travail est moins central dans leur vie. Et parallèlement, dans ce temps libéré, eh bien, le marché s'est engouffré et a proposé dans notre société de loisirs toute une série d'activités qui eh bien, ont été grandement plébiscitées par nos concitoyens. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi comment les acteurs politiques qui ont été à la manœuvre en partie pour faire reculer ce temps de travail ont accompagné ce phénomène historique. Donc c'est essentiellement le rôle historique de la gauche. En 1980, François Mitterrand fait voter la 5e semaine de congé payé, la semaine de 39 heures. Mais à l'époque, on crée un ministère du temps libre, qui a fait beaucoup sourire ou grincer des dents dans d'autres milieux. Et puis également l'Agence nationale des chèques vacances. C'est-à-dire qu'il y avait encore, un peu comme en 1936, la volonté que l'État et la puissance publique encadrent, organisent le temps libéré et flèchent tout ça vers de l'éducation populaire, etc. Donc on était dans un imaginaire qui était très
influencé par la période du Front populaire. Quand 27 ans plus tard, Martine Aubry fait voter les 35 heures, on n'a aucun accompagnement de ce type qui est mis en place. Et donc là, c'est le tout marché qui est chargé de s'occuper du temps libéré. Ça tombe bien, il y a la révolution Internet, et donc on voit fleurir les Opodo, les sites de réservation de week-end en ligne, puis Airbnb, la révolution des low-cost, les EasyJet, etc., etc. Et donc le marché va prospérer et va renforcer considérablement la société de loisirs. Alors, c'est intéressant, j'avais préparé quelques slides, mais on y viendra peut-être tout à l'heure. Un des phénomènes majeurs dans notre histoire contemporaine depuis les années 80, c'est la désindustrialisation du pays. Mais d'autres secteurs économiques ont pris le relais, notamment toute la filière touristique, la filière des loisirs. Et donc les termes sont intéressants parce qu'on parle de plus en plus d'industrie touristique. Alors pourquoi on parle d'industrie touristique? Un, parce qu'on voit que c'est assez intensif en termes de capital. Deux, parce que ça joue aujourd'hui un rôle central dans ce qu'on appelle en économie, notre mix économique. Le tourisme est très important. Et trois, accessoirement, parce que, en gros, le tourisme a remplacé l'industrie. Et donc cette société des loisirs, du temps libre, imprègne beaucoup aussi nos représentations collectives et participe aussi à cette évolution très profonde du rapport au travail. La question du rapport au travail, le rapport a été également modifié avec le surgissement d'un phénomène qui était très peu pratiqué en France, surgissement qui a lieu après la crise Covid, qui est le télétravail. On a aujourd'hui 25% des salariés français qui télétravaillent au moins 2 jours par semaine. Alors ça veut dire quand même qu'on a 75%, il ne faut jamais les oublier, qui ne télétravaillent pas ou qui télétravaillent très peu, mais quand vous passez plus de 2 jours par semaine hors de votre lieu de travail, bien évidemment, le rapport au travail, à l'entreprise, au collectif de travail, va changer. Et tout ça ne fait qu'accélérer la tendance qui a été initiée il y a une quarantaine d'années. Alors peut-être, je vais revenir sur... les tout premiers, oui. Voilà, toute la première carte. Ah non, la première carte, voilà. Qui est extrêmement marquante. Hein. Ouais. Alors, tout ça. Je vais parler de l'évolution du rapport au travail, la montée en puissance de la société des loisirs depuis les années 80. Je pense que la thèse qu'on défend avec mon co-auteur Jean-Laurent Casselli dans ce livre « La France sous nos yeux », c'est le fait que des années 80 à nos jours, nous ayons basculé d'un modèle à un autre en termes de système économique. On avait jusqu'au début des années 80 une économie qui était encore principalement organisée et tournée autour de la production. L'industrie et l'agriculture pour l'essentiel. Certes, la désindustrialisation avait frappé déjà des régions entières dans les années 70, les charbonnages et le textile dans le Nord-Pas-de-Calais, la sidérurgie en Lorraine. Néanmoins, on conservait une base industrielle importante et l'agriculture pesait également beaucoup. Si on regarde ce qui s'est passé depuis les années 80, on voit que le processus de désindustrialisation a été continu et que tout ça a opéré une véritable saignée dans notre économie. Vous avez sur cette carte la recension des fermetures de sites industriels entre 2008 et 2020. Donc 2008, c'est la dernière grande crise économique que le pays ait connue. De 2008 à 2020, donc sur 12 ans, on perd 940 sites industriels de plus de 50 salariés en France. 940 sites industriels. Vous voyez que toutes les régions sont touchées. Quand ces usines ferment, la plupart du temps, vous voyez que c'est des sous-préfectures, des vallées un peu isolées, des territoires de la France périphérique, dirait Christophe Guilluy, parce que c'était une des caractéristiques de l'industrie, ce n'était pas forcément d'être implanté dans le cœur des villes, mais souvent là où il y avait de la matière première, et là où un inventeur ou un ingénieur de génie, au XIXe siècle, avait développé un procédé, il avait fait prospérer son atelier, puis sa manufacture, et tout ça irriguait, structurait toute une partie de notre territoire. Ouais, vous parlez dans votre ouvrage des villes comme Tonnerre, Le Creusot, Sochaux. Tout à fait. Ouais. Un grand géographe français qui s'appelle Armand Frémont, qui avait travaillé sur ces sujets-là, disait que la ville ouvrière, la ville industrielle, elle était organisée autour d'un triptyque. Il y avait bien évidemment l'usine, le site de production. À côté, la cité ouvrière, souvent, qui avait été construite
par les patrons de l'usine pour loger les ouvriers. Les mauvaises langues disaient aussi pour contrôler ce qui s'y passe. Bon, je ferme la parenthèse. Et puis le troisième élément du triptyque, c'était le stade. Le stade de foot au nord, le rugby au sud, qui était sponsorisé puissamment par l'usine. Vous avez parlé de Sochaux, le club de foot de Sochaux. Ils ont joué pendant longtemps sur un stade qui s'appelait le stade de la Forge. Le rugby, c'est Michelin à Clermont. Et on pourrait prendre une petite ville en Bourgogne qui s'appelle Guignon. Il y avait aussi des activités métallurgiques. Et le club de foot local s'appelait le club des forgerons. Donc tout ça vous nous dit. Bon, donc quand l'usine ferme, en fait, c'est tout un monde qui s'effondre. C'est à la fois les emplois directs et indirects, c'est aussi un imaginaire, c'est aussi des traditions, c'est une identité. Et c'est souvent un vide béant qui est laissé en lieu et place de cette activité industrielle et productive historique. Dans ces coins-là, on va ensuite se tirer la bourre, permettez-moi l'expression, entre la grande surface du coin et l'hôpital public pour savoir qui est devenu le premier employeur public, le premier employeur du territoire concerné depuis que l'usine a fermé ses portes. Et donc là, je fais un pas de côté pour me diriger vers les préoccupations des contribuables associés. Des contribuables associés. Il faut qu'on ait conscience que alors peut-être on va voir sur la diapositive suivante. On a le même phénomène qui s'est opéré dans l'agriculture. Alors on peut se dire, c'est un peu comme la désindustrialisation, tout ça c'est vieux maintenant. Certes, l'exode rural, la mécanisation des exploitations, le remembrement, tout ça c'est les années 50, 60, 70. Sauf qu'en 1988, on a encore 1 million d'exploitations agricoles en France. Dans de très nombreux territoires ruraux, les agriculteurs et leurs familles pèsent encore 25-30% de la population locale. Donc c'est eux qui donnent le là à la commune. Ils sont minoritaires, mais comme on dit à la bourse, ils sont une minorité de blocage. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans eux, et c'est eux les plus nombreux. Comme par hasard, c'est souvent un des leurs qui est le maire de la commune. 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, ils sont 380 000. Donc on a perdu 2/3 du cheptel en 30 ans. Donc c'est le plus grand plan social silencieux de l'histoire de France contemporaine. Tout ça a été remplacé, on va le voir sur la diapositive suivante, par d'autres secteurs économiques. La société française et l'économie française n'est pas restée les bras ballants face à la mise à l'arrêt ou l'affaiblissement de ces deux moteurs productifs. On a d'autres secteurs qui ont pris le relais pour nous amener vers un autre modèle économique qui est une société de la consommation post-industrielle. Le secteur emblématique de ce passage de l'un à l'autre, c'est la grande distribution. Bien évidemment, cette aventure ne commence pas, cette histoire ne commence pas dans les années 80. La grande saga de la famille Leclerc à Landerneau en Bretagne, c'est 1957, le premier magasin qui ouvre. Sauf que là encore, c'est depuis les années 80 que le phénomène s'est emballé. Donc là, on vous a pris l'exemple d'Intermarché. Ils alignaient 310 magasins en 1980, ils en ont 1385 10 ans plus tard. Je vous laisse faire, mais chez Contribuables Associés, on compte vite. Je vous laisse faire la division dans vos têtes. C'est 2 inaugurations par semaine pendant 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez la cadence de déploiement. Donc là, ils arrivent à un seuil très élevé, mais ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Ils en ont 1832 aujourd'hui. Il y a un Intermarché tous les 14 km en France. Et donc j'ai dit tout à l'heure, c'était souvent eux, aujourd'hui, les premiers employeurs locaux dans des chefs-lieux de canton ou des sous-préfectures. Là aussi, je parlais du foot tout à l'heure, aujourd'hui c'est eux qui sponsorisent le club de foot local et c'est plus la grande usine du coin qui a disparu. Et donc je reviens aux préoccupations de contribuables associés. On est dans une société française qui produit de moins en moins et qui consomme de plus en plus. Et donc comment on équilibre la balance? Eh bien par des importations massives. Et on voit que ce phénomène de désindustrialisation et de perte de notre substance productive s'est accompagné d'un décrochage complet sur notre balance commerciale. On est en déficit depuis des décennies maintenant. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est au plan intérieur, eh bien, la dépense publique a pris le relais de la production pour alimenter la société de consommation. Et donc, je reviens à ma sous-préfecture de tout à l'heure, où les deux mamelles sont la grande surface du coin et l'hôpital public. C'est-à-dire que beaucoup de territoires français aujourd'hui, qui sont à l'écart des grandes métropoles ou des zones économiquement les plus dynamiques, aujourd'hui vivent essentiellement par la dépense publique.
les salaires des fonctionnaires, les pensions de retraite, les prestations sociales. Petite parenthèse, certains journalistes se sont étonnés ou ont remarqué les cortèges très fournis jeudi dernier sur la réforme, à l'occasion de l'opposition à la réforme des retraites dans beaucoup de petites villes de province. Ça dit en creux la part tout à fait centrale occupée aujourd'hui par l'emploi public dans ces territoires-là. C'est-à-dire qu'on sait que c'est plutôt les bataillons du public qui ont défilé. Et dans, je reviens, une sous-préfecture, quand il n'y a plus d'usine, vous prenez les employés de l'hôpital, les profs, les instituteurs, les pompiers, les gendarmes, etc. etc. Et donc là, vous avez les gros bataillons. Les actifs de ces territoires-là, ils ne sont pas forcément majoritairement dans le public, mais un gros contingent est dans le public. Et donc, on a financé la survie de ces territoires par la dépense publique. Et au bout du bout, tout ça a fait les affaires d'Intermarché, Leclerc et autres, parce que les pensions de retraite des retraités, les prestations sociales ou les traitements des fonctionnaires, dans la petite ville, tout ça, à la fin, tombe dans les caisses de la grande distribution. Donc, on a un modèle économique qui, aujourd'hui, alors chacun jugera s'il est satisfaisant, mais aujourd'hui a sa cohérence. C'est-à-dire qu'on est dans la consommation et on a financé tout ça par de la dépense publique. Vous pourriez ajouter à côté de la grande distribution le secteur du logement, avec le logement social, mais pas seulement, où on a très fortement dépensé là-dedans, la construction d'infrastructures, on construit des ronds-points, des crèches, des écoles, pour desservir les lotissements de la France périphérique. Et tout ça pèse bien évidemment sur les finances publiques, mais contribue à faire tourner un nouveau modèle économique, qui est un modèle économique post-productif dans une société post-industrielle. Voilà. Et donc on a encore des activités privées qui pèsent, notamment dans ce qu'on a appelé tout à l'heure l'économie des loisirs. Donc on va peut-être avancer une autre slide ou deux, s'il vous plaît, encore deux. Une autre. Voilà. Je vais vous prendre l'exemple du beau département du Loir-et-Cher, qui pendant très longtemps a eu une vitrine touristique principale héritée de notre longue histoire qui s'appelle le château de Chambord. Bon, depuis une dizaine d'années, ils ont une deuxième locomotive touristique qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et donc là, vous avez en bleu la fréquentation annuelle à Beauval et en rouge à Chambord. Et donc vous voyez que les courbes se croisent en 2012. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est l'année où, dans sa grande mansuétude, le gouvernement chinois prête à la France, ils ne font que prêter, les Chinois, un couple de pandas géants. C'est Beauval qui les récupère. On est dans le Val-de-Loire. Les gros nounours s'acclimatent parfaitement à la douceur du lieu. Et donc, il y a une paire de bébés qui naît, Brigitte Macron et la marraine. Et donc, on a un envol des fréquentations à Beauval. On passe à le million de visiteurs. On était à 1 550 000 en 2018. Et cette année, post-Covid, ils ont annoncé plus de 2 millions d'entrées. Donc le zooparc de Beauval, c'est privé. Le contribuable associé sera rassuré, il n'y a pas de subvention à Beauval. C'est 850 salariés en moyenne, 2000 l'été avec les saisonniers. Dans un rayon de 30 à 40 km, toute l'infrastructure d'hébergement, camping, Airbnb, gîte, hôtel ou autre, ne vit et ne tourne que pour Beauval. Si vous êtes aujourd'hui, et donc Beauval, avec ses employés, est aujourd'hui le principal employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher, depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes en 2003, donc on retombe sur notre question de la désindustrialisation. Si vous êtes le patron de l'Office du tourisme du 41 ou le président du conseil départemental, il faut vous soucier comme de la prunelle de vos yeux de l'état de santé des pandas, parce qu'ils sont devenus la poule aux odeurs de votre département. C'est... Non, mais sans blague, c'est un moteur économique majeur. Illustration de tout ça, on réfléchit à l'opportunité de créer une sortie d'autoroute spécifiquement dédiée à Beauval, pour que la clientèle francilienne et du nord ou d'ailleurs accède plus facilement à Beauval. Vous voyez aussi que la courbe rouge, vertu de la concurrence, ça plaira à contribuable associé, s'est redressée également, parce qu'en fait, Chambord est aujourd'hui dans la roue des pandas. Les gens qui descendent pour un week-end à Beauval voir les pandas se disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire le lendemain ?» Puis vu qu'on a dormi sur place, donc on tapote sur Internet et on se rappelle
qu'il y a quelque chose qui s'appelle le château de Chambord, qui vaut peut-être le déplacement, donc on va à Chambord. Blague à part, dans notre société industrielle, le territoire était irrigué par le rail, parce que toutes les matières pondéreuses circulaient par le rail. Et quand on faisait une desserte ou une ligne dédiée, c'était pour desservir un site industriel. Aujourd'hui, souvent, la voie de chemin de fer, les trains rentraient dans le site même de l'usine pour apporter les matériaux ou sortir les produits finis. Aujourd'hui, dans cette économie post-industrielle et touristique, c'est la route qui irrigue tout. On parlera, si vous voulez, peut-être tout à l'heure de la logistique. On a 400 000 chauffeurs routiers en France, donc on a plus de chauffeurs poids lourds que d'agriculteurs dans cette France d'après, d'après la grande métamorphose. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas à desservir un site industriel, mais à desservir par la route un site touristique, parce que c'est devenu le nouveau poumon économique du territoire. Et donc, tout ça génère des devises, tout ça génère de l'activité économique, mais ça ne suffit pas. Ça n'a pas la capacité d'entraînement qu'avait historiquement l'industrie. Et donc, pour, j'allais dire, pallier ce déficit, ou ce manque d'effet de traction, eh bien, on a recours à un produit dopant qui s'appelle la dépense publique, qu'on injecte massivement pour maintenir des pans entiers du territoire et de la population à flot. Donc tout ça a une cohérence et si je veux, le circuit se boucle quelque part. Se boucle au profit de déficit public et commercial et de notre balance commerciale. Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, dès 2017, sur le plateau de TF1, déclarait que la France est droguée à l'argent public. Depuis, on est rentré dans un cycle du quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous pensez qu'on va en sortir un jour? Est-ce que les Français le veulent? Est-ce que les politiques le veulent ou le peuvent-ils? Alors, c'est le même ministre qui a... Oui. Qui a basculé récemment. C'est celui-là. Ouais. C'est le même, ouais. C'est celui qui a redit récemment qu'il fallait arrêter le quoi qu'il en coûte. Ouais. Et qui signe des chèques sans provision. Donc ça, c'est le matin, et l'après-midi, on reçoit les boulangers, le lendemain, les verriers, etc. Ouais. Alors, pris séparément, chacun de ces secteurs, effectivement, est peut-être légitime à bénéficier d'un certain nombre d'aides pour faire face à l'explosion des matières, du coût de l'énergie. Je pense que son diagnostic était assez valide, mais quand on regarde tout ça, on voit la fonction économique de cette dépense publique. C'est-à-dire qu'on massivement, et sans que ce soit forcément réfléchi, on a fléché tout ça. Je vais répondre sur Bruno Le Maire, mais autre élément qui montre la cohérence de notre nouveau modèle économique, on a puissamment aussi aidé les employeurs pour créer des emplois sur des niveaux de rémunération qui étaient très faibles. Exonération de charges massive. Mais pourquoi? Parce que ces emplois-là correspondaient à la demande de main-d'œuvre dans les secteurs de l'économie post-productive, c'est-à-dire dans le tourisme, la logistique, la distribution, le service à la personne. C'est des emplois faiblement qualifiés, payés au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC. Et comme on a aussi puissamment aidé les gens à embaucher là-dedans, eh bien on a spécialisé encore un peu plus notre économie dans ce secteur-là. Vous voyez que dans l'économie industrielle, on a des niveaux de rémunération qui sont plus élevés et qui sont souvent au-dessus des plafonds des aides. Mais en fait, les différents gouvernements qui se sont succédés, prenant acte de la spécialisation de notre économie vers certains secteurs, on dit comment on peut faire pour aider la création d'emplois. Eh bien, on va aider les secteurs qui aujourd'hui sont les plus dynamiques. Et ce faisant, c'est, encore une fois, davantage, c'est pas contracyclique, c'est procyclique en fait. On a accéléré cette tendance. Donc je referme cette parenthèse et je reviens donc à notre rapport à l'argent public. Les Français sont un peu fâchés historiquement avec la macroéconomie. Ils aiment plus l'histoire, la politique, l'économie. Bon, c'est pas très français, même si on a de grands économistes, mais ce n'est pas très français. Néanmoins, à force de répéter un certain nombre de vérités ou d'axiomes, il y avait un certain nombre d'éléments du paysage qui étaient progressivement rentrés dans les têtes. Sauf que nous avons essuyé deux crises majeures sur le plan économique. La crise de 2008-2010 avec les subprimes et la crise de la dette souveraine. Et puis plus récemment, la crise Covid. Et au cours de ces deux crises successives, eh bien, un certain nombre de repères qui avaient été patiemment installés dans le pays. Vous parlez un petit peu du syndrome de la ligne Maginot. Voilà, ont complètement volé en éclats. Vous vous rappelez,
c'est il y a longtemps. En 2008-2010, il y avait c'était la bataille de Bakhmout pour les Français, c'était la note AAA du pays. Il fallait absolument pas perdre le AAA, sinon c'était la catastrophe. Et donc les prédécesseurs de Bruno Le Maire, matin et soir sur les plateaux, disaient « faut qu'on tienne, il faut absolument qu'on garde le AAA ». Donc on s'est battu et on a perdu notre AAA. Bon. Et ensuite, comme en Ukraine, vous repliez sur des lignes de défense préalablement définies, comme disent les militaires. Et donc la deuxième ligne de défense, la deuxième ligne Maginot, c'était jamais plus de 100% de dette publique sur PIB. Parce que là, on va ressembler aux Italiens, et vraiment, ça ne va pas être possible. Qu'on ne soit pas les Allemands, on le sait, mais quand même, il ne faut pas qu'on soit des Italiens, quoi. Bon. Et sur ces entrefaites arrive la deuxième grande bourrasque, qui est la crise Covid, avec la mise en place du quoi qu'il en coûte. Et on est aujourd'hui à 113 ou 114% de dette publique sur PIB. Bon, les Français regardent sous leurs pieds et ils constatent que le sol ne s'est pas ouvert. Et donc, ils en concluent que, en fait, tout ça était peut-être pas si grave que cela. Et, comme on dit aujourd'hui, pour les plus complotistes d'entre eux, se disent peut-être même qu'on leur a raconté des fariboles et que tout ça était un discours politique qui servait les intérêts de telle ou telle puissance et que tout ça n'a pas résisté à la réalité. Cette grande séquence a du coup aussi très profondément ancré dans la tête de beaucoup de Français une image qui est issue des bandes dessinées de nos enfances respectives, qui est qu'il y a quelque part la grande cagnotte de l'ongle Picsou, et que quand le politique veut, il peut aller puiser dans cette caisse. L'argent magique. C'est l'argent magique. En 2008-2010, ça a un peu fait grincer les dents, parce qu'à l'époque, c'était pour sauver les banques, qui n'ont jamais bonne presse et qui, objectivement, nous avaient un peu mis dedans. Mais sur la dernière période, la crise Covid, ça a été le recours à cet argent magique effectué pour sauver le pays tout entier et maintenir à flot notre économie et notre société. Je vous rappelle qu'au pic de la crise Covid, lors du premier confinement, on a eu jusqu'à 11 millions de salariés en chômage partiel. 11 millions, qui étaient payés donc par de l'argent public. Et donc on a aujourd'hui massivement dans la société l'idée qu'il y a une grande cagnotte et que quand le politique veut, il n'a qu'à brancher la pompe et arroser. Et alors on dit, mais tout ça ne durera pas éternellement. Si on fait le lien entre macro et microéconomie, vous voyez qu'un foyer ou des ménages, s'ils vivent au-dessus de leurs moyens pendant longtemps, ça se finit mal. Il y a les huissiers qui viennent un jour. Mais les gens disent, oui, ça c'est des ménages. Ah, nous, on est... Nous, c'est pas pareil. Comme on disait au moment de Lehman Brothers, la France est too big to fail. On est trop gros pour tomber. Sur la zone euro, les Allemands ou nos partenaires ne peuvent pas se permettre que la France soit en défaut. Et puis, les gens qui crient au loup, à contribuables associés ailleurs, c'est des vieux ronchons. Et en fait, ça fait 10-15 ans qu'ils crient ça. Il ne s'est jamais rien passé. Et donc, pourquoi tout ça ne continuerait pas encore au moins quelque temps? Et si on a mobilisé de l'argent public massivement pour le Covid, la crise que nous traversons actuellement, crise énergétique, inflation, tension géopolitique, est au moins aussi grave, presque aussi grave que la crise Covid. Et donc pourquoi aurions-nous une posologie qui serait différente face à une maladie qui est un peu la même? Et donc on est collectivement aujourd'hui dans cette situation. Et donc de ce point de vue, quand on regarde nous les enquêtes d'opinion, on voit que la préoccupation sur la dette publique a considérablement rétrogradé dans la hiérarchie des priorités des Français. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2007, lors de l'élection présidentielle, un candidat, François Bayrou, avait mis au cœur de son projet et de son discours la question de la dette publique, et qu'il avait fait à l'époque, alors il avait mis autre chose autour, mais il avait fait à l'époque 18,5% des voix. Aujourd'hui, un tel discours, de notre point de vue, serait totalement incapable de passer le mur du son
et de susciter l'oreille attentive d'une part conséquente des Français. Puisque, encore une fois, de manière empirique, nos concitoyens se basent sur ce qui s'est passé au cours des dernières années et ils constatent qu'il n'y a eu aucun décrochage et que tous les Cassandres qui criaient au loup en ont été pour leurs frais et qu'il ne s'est rien passé. Donc on est là-dedans aujourd'hui, avec circonstances aggravantes à l'occasion de la crise Covid, le fait qu'un certain nombre de catégories de population, de groupes sociaux qui n'étaient pas du tout culturellement habitués à la logique du guichet et à aller demander un chèque, ont pris goût à l'affaire. C'est très addictif comme produit. Et donc vous avez le secteur de la restauration, beaucoup d'artisans, vous prenez des chauffeurs taxi, ce qu'on appelle dans la littérature socio-économique les indépendants. C'est pas pour rien s'ils sont indépendants, c'est qu'ils veulent dépendre de personne. Et voilà. Eh ben, quand la bise fut venue, ils ont bien été contents de trouver grand-papa ou grande-maman État qui, rubis sur l'ongle, leur a signé des chèques équivalents au chiffre d'affaires trimestriel de l'année d'avant qu'ils sont allés présenter sur le site internet du Trésor public. Et beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs, donc ça montre culturellement qu'ils étaient assez loin de cet univers-là, beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont été très stupéfaits de la célérité avec laquelle le Trésor public leur a fait les versements. En disant, c'est dingue, en 48 heures, moi j'ai reçu le truc le chiffre d'affaires de l'année dernière, c'est super. Donc beaucoup de restaurateurs ont fait des travaux dans leurs restaurants, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on a... alors on peut discuter du bien fondé à un instant T, d'aider des secteurs qui sont en difficulté, mais on voit que cette démarche-là, aujourd'hui, est sortie des zones sociologiques où elle était habituellement utilisée. Et donc on a effectivement un pays qui, encore une fois, je disais tout à l'heure comment la crise Covid avait amplifié l'évolution du rapport au travail, la crise Covid a aussi ancré encore davantage notre très forte dépendance collective à la dépense publique. On peut aussi, comment dire, être indulgent avec nos concitoyens parce qu'ils entendent aussi ce que leur disent les politiques. Vous avez le président de la République, donc le plus haut sommet de l'État, qui, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, dit, apparemment sans que son gouvernement en ait été informé, pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique, on va construire 10 réseaux RER dans les 10 grandes métropoles françaises. Ce qui est extrêmement coûteux. On est à peu près à 1 milliard, 1,5 milliard sur le papier, donc vous savez comment ça finit à la fin, sur chacune de ces villes. Bon. On accueille l'année prochaine, gloire nationale, les JO. Donc là, l'ardoise va être salée. Bon. Face à la détérioration de la situation internationale, de manière sans doute justifiée, le président de la République, le même, a dit qu'il va falloir qu'on fasse un effort colossal pour se réarmer et se remuscler. 30% d'augmentation du budget de la défense sur les 5 prochaines années. Et donc, soit on se dit, ils racontent n'importe quoi, soit on dit, ils ont un peu regardé, et ça veut dire qu'en fait, de l'argent, il y en a. Et donc, on est là-dessus. Et regardez la multiplication des chèques. Donc, vous avez un chèque bois, un chèque vélo, un chèque essence, etc., etc. Et donc, on multiplie tout ça. Et tout ça contribue très fortement à alimenter la représentation, qui est une grosse cagnotte et qui a un droit de tirage quasi illimité. À propos de droit de tirage, il y a un de nos membres de contribuables associés, en règle générale, ils ne sont pas véritablement favorables. Sandrine Redman, vous avez sélectionné un certain nombre de questions que nos membres nous ont envoyées par mail. On vous écoute. Oui, nous avons reçu énormément de questions à votre attention. Il a fallu faire une sélection et la question qui est revenue majoritairement, puisque c'est l'actualité, c'est à propos de la réforme des retraites et nos membres aimeraient avoir votre position en tant qu'économiste sur cette réforme qui est en train de se discuter. Alors moi je ne suis pas économiste et ce n'est pas mon rôle de donner mon point de vue sur l'opportunité ou non de cette réforme. En revanche, je peux vous donner quelques éléments qui peuvent nous éclairer sur le refus très majoritaire de cette réforme. On a interrogé les Français en 2021
à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand. Grande date qui est restée dans la mémoire des adhérents de contribuables associés. Et donc on leur demandait, entre autres, rétrospectivement, quelles avaient été les mesures qui avaient été les plus importantes et les plus marquantes des 2 septennats Mitterrand. On aidait les sondés en leur proposant une liste. Donc voilà, il y a la 5e semaine de congés payés, l'abolition de la peine de mort, le traité de Maastricht, les radios libres, la retraite à 60 ans, etc. etc. Arrivant 1, la semaine des 35 heures, non, excusez-moi, la 5e semaine de congés payés. En 2, la retraite à 60 ans. Dans les milieux journalistiques et autres, quand on a présenté le sondage, ils ont dit « Ah, mais c'est la peine de mort ». Effectivement, chez les cadres et les professions intellectuelles, ce qu'ils ont retenu, une réforme sociétale, c'est l'abolition de la peine de mort. Dans la majorité de la population, et a fortiori chez les ouvriers et les employés, ce qui est resté le plus profondément ancré, c'est la retraite à 60 ans. Et donc, au terme des réformes successives, depuis 1993, les économistes atterrés, comme ils s'appellent, par eux, de contre-réforme, donc ce qui s'est passé depuis 1993, et ce qui va nous amener jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous que le président de la République avait au début fixé la barre à 65 ans. C'est rien de moins que l'effacement de ce qui est perçu encore aujourd'hui dans les mentalités collectives comme la grande avancée sociale des 40 dernières années. Ça fait 2 générations que ça dure. Et donc, encore une fois, en termes de représentation, tout ça, c'est très fortement ancré. Le retraité, aujourd'hui, c'est les gens que vous croisez faisant de la randonnée, qui bricolent ou qui jardinent dans leur jardin, qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui font le tour de France en camping-car pour ceux qui ont pu s'en payer un, pour ceux qui ont encore un peu de sous qui partent en croisière. Et c'est les temps heureux. C'est un peu l'été indien de la vie. François Ruffin, qui est coutumier des formules choc, dit la retraite, c'est le moment où vous faites... qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous prenez des cours de Zumba, vous allez à la pêche, vous vous occupez de vos petits-enfants. Ça fait 2 générations que ça dure. Et donc tout ça est très fortement ancré. On a eu il y a quelques mois maintenant le scandale Orpea dans les EHPAD. Et donc ça a installé aussi très fortement dans la tête des gens qu'il y avait certes l'âge de départ à la retraite, l'espérance de vie, mais il y avait une donnée qui était fondamentale, c'était l'espérance de vie en bonne santé. Parce qu'au bout du chemin, il y a quand même souvent la dépendance. Et ce scandale a montré que la dernière période n'était pas quand même très reluisante, et donc que le nombre d'années heureuses entre la libération du travail et l'EHPAD, si je puis dire, était quand même assez contingenté. Et donc, il y a une très forte opposition à ce qu'on vienne renier aux Français cette parenthèse un peu enchantée. Une autre question, Sandrine, s'il vous plaît? Petite parenthèse, il y a une seule catégorie de la population qui est favorable au recul de l'âge de départ, c'est ceux qui y sont déjà. Vous avez à plusieurs reprises utilisé l'expression du « quoi qu'il en coûte ». Et aujourd'hui, la France, c'est l'un des États les plus généreux du monde, qui aide, qui assiste beaucoup de personnes et de bien multiples façons, avec des chèques, des aides, on ne les compte plus. Est-ce que vous pensez que les Français en ont toujours conscience et avec une précision suffisante? Alors je pense qu'il n'y a pas forcément une claire conscience de l'ampleur du phénomène. Sachant que quand vous êtes dedans, vous avez parfois des difficultés à comparer ou à prendre la mesure du phénomène. Je prends juste quelques exemples. Vous voyez, pendant la crise Covid, on a eu la gratuité des tests en France. On parlait beaucoup du variant britannique, le Omicron, etc. Chez eux, c'était plusieurs dizaines de livres pour aller se faire tester. Chez nous, tout de suite, on a trouvé tout à fait normal et légitime que ce soit gratuit. On a instauré le port du masque obligatoire. Tout de suite, des voix se sont fait entendre en disant « Oui, mais regardez, il y a des millions de familles qui sont à l'euro près. Et donc, s'ils ont 3 enfants, multiplié par le nombre de jours de la semaine, ça fait X masques. Et à temps du masque, c'est une dépense qui est insupportable. » Qu'à cela ne tienne, on a installé la gratuité des masques pour une partie de la population. Donc,
on a ce tropisme-là qui est très français et qui n'est pas forcément très facilement appréhendable par une majorité de notre population, parce que tout le monde ne fait pas la comparaison en permanence avec ce qui se passe à l'étranger. À cela, vous ajoutez le fait qu'on a un discours qui est tenu par certains économistes, par certains responsables politiques, qui est un discours ancien maintenant, mais qui infuse quand même beaucoup dans le débat public, sur la tyrannie néolibérale et sur la vision très idéologique avec laquelle nous serions dirigés. Et donc quand on rétorque à ces gens que 57% de la richesse nationale est captée par la dépense publique, et qu'on leur fait quand même remarquer qu'on est donc loin des canons néolibéraux, tout ça se fracasse sur leurs oppositions. Donc il y a quand même l'idée qu'on est dans un pays qui succombe aux sirènes néolibérales, alors qu'objectivement, donc il y a un décalage entre les perceptions et les représentations. Si je fais un pas de côté, il y a néanmoins quelque chose qui est en train de monter très fort dans la société française, et qu'on avait déjà vu dans certaines catégories de la population au moment de la crise des Gilets jaunes, et qu'on peut résumer par un cri que ne renierait pas Contribuables Associés, c'est « Qu'est-ce que vous faites de notre pognon ?» Et c'est ce que Jacqueline Moureau, une des égéries du mouvement des Gilets jaunes, avait lancé comme pavé dans la mare sur Facebook, et c'est ça qui avait notamment mis en branle la mobilisation des Gilets jaunes. Donc autant les Français n'ont pas forcément conscience qu'il y a des aides dans tous les sens, autant toute une partie d'entre eux trouvent que les charges qui pèsent sur leurs épaules sont devenues beaucoup trop lourdes. Typiquement, par exemple, sur la question des carburants, avec un produit qui est excessivement taxé. Et donc ça fait un moment déjà que ça dure, et donc je vous ai dit, on avait les prémices de ça au moment de la crise des Gilets jaunes. Mais ce sentiment, ou cette interrogation, ce questionnement, s'est renforcé depuis 3-4 ans par l'autre volet de l'équation, qui est le suivant, c'est qu'une part croissante de nos concitoyens constate de manière sidérée la dégradation, pour ne pas dire plus, de toute une série de nos services publics. L'école, le classement PISA, l'hôpital public, avec la crise Covid, la crise aux urgences, etc. etc. Choc majeur dans l'opinion à l'automne, l'annonce qu'on devrait peut-être faire face à des délestages électriques. Donc un truc qui était aussi dur que le granit en France, c'était EDF, notre parc de centrales nucléaires. Même ça était un peu en souffrance. Regardez ce qui se passe dans les transports en commun. Et donc, quelle que soit la direction vers laquelle on tourne le regard, beaucoup de Français constatent que nos services publics sont en difficulté. Alors, je vous passe les voitures de police qui ont 150 000 km au compteur, la dégradation des commissariats, l'état déplorable des prisons, etc. etc. Alors même que beaucoup de Français ont le sentiment qu'on prélève énormément d'impôts et de taxes. Si vous me permettez, ce n'est pas qu'un sentiment. Voilà. Donc, vous voyez que ça se pose un peu différemment de est-ce qu'on prélève trop ou pas. Jusqu'à présent, c'était relativement accepté parce que la majorité de Français y trouvaient à peu près leur compte, même s'ils trouvaient que la douloureuse était un peu salée, mais ça se passait quand même plutôt bien. À partir du moment où la contrepartie semble de moins en moins évidente, là, il y a des tensions qui sont sans doute très fortes à venir. Alors, excusez-moi Sandrine, on a pris un petit peu de retard sur l'horloge. Alors, nous allons passer tout de suite aux questions de la salle, s'il vous plaît. Monsieur ? Les Français ne sont pas idiots, ils ont une opinion qui leur est expliquée par des gens comme vous. Ils comprennent qu'ils travaillent beaucoup moins que nos voisins, beaucoup moins. Ils comprennent qu'ils font beaucoup moins d'enfants. La natalité en 2022 est pour la première fois inférieure à celle de 1946, alors que la population a augmenté de 80%. En même temps, la longévité augmente. Le rapport cotisant-retraité a été divisé par 2 depuis 1960. Il est maintenant à 1,7 et il sera bientôt de 1.
Dans ces conditions, comment expliquez-vous que les Français soient contre la réforme des retraites? Ce que je vous disais, parce que il y a des acquis, des événements historiques, des acquis culturels qui sont très fortement ancrés. La réalité du déséquilibre démographique, là, dans nos enquêtes, est assez clairement reconnue par les Français. Néanmoins, ils se disent qu'il y a sans doute moyen de faire autre chose, qu'on pourrait peut-être prendre l'argent ailleurs, que c'est toujours au même qu'on demande, etc., etc. Il n'y a pas de critique sur le diagnostic, si vous voulez. C'est plus sur les solutions. Avec aussi le rapport du corps qui vous fait 15 000 simulations, et dans le débat public sur les retraites, une musique qui monte en disant « c'est pas forcément urgent à la minute », et encore 5 minutes, monsieur le bourreau, quoi. C'est-à-dire qu'on peut peut-être la faire dans 2 ou 3 ans, cette réforme, etc. Vous ajoutez à cela le fait que pour faire passer la pilule, tous les gouvernements précédents qui se sont essayés à des réformes des retraites, et parfois victorieusement, je pense notamment à celle de 2010, juraient sur leurs grands dieux que c'était certes douloureux, 60 à 62 ans, on effaçait le 60 ans là, mais que promis craché, on allait nous laisser peinard ensuite pendant 15 ou 20 ans et que ça suffisait à assurer la pérennité du système pour une génération. Et donc on voyait la mort dans l'âme des Français qui disaient « bon, allez, ok, si vraiment, mais vraiment, ça ne nous fait pas plaisir ». Bon, et 5 ou 6 ans plus tard, on vient vous expliquer « ah maintenant, en fait, on s'était trompé, il faut remettre au pot ». Et donc tout ça crée des crispations et des tensions. J'ajoute le fait que quand on parle retraite, en fait, en creux, on parle travail. Et donc, le fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, la parenthèse enchantée, la retraite, c'est un peu l'oasis après la longue traversée. Et donc, plus vous éloignez l'entrée de l'oasis, moins les gens sont contents. Et donc, ce qui doit aussi interroger nos décideurs, c'est ce qui se passe dans les entreprises, sur le lieu de travail, avec une part croissante de Français qui ne se sent pas forcément épanoui dans son travail, qui souffrent d'un déficit de reconnaissance. Et donc, l'idée qu'on leur rajoute 2 ans de plus à faire, dans ces conditions, ne leur plaît pas beaucoup. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Une autre question, monsieur? En ce qui concerne les fonctionnaires, quel est leur rapport justement à l'impôt, à la fiscalité? Est-ce qu'ils sont pour augmenter encore ou ils voient la mécanique entre impôts, dépenses ou... Alors, mais ils payent des impôts aussi, beaucoup d'entre eux, donc ils sont, je pense, de ce point de vue-là, assez en phase avec le reste de la population, sur le sentiment. Vous voyez, ils font leur plein d'essence. On pourrait dire dans la colonne des plus et des moins, dans la colonne des moins, comme ils sont dans la fonction publique, on pourrait dire, mais il y a peut-être une acceptation plus grande parce qu'ils voient bien, et ils en vivent de cette dépense publique, mais dans la colonne des plus, ils sont aussi aujourd'hui aux premières loges pour constater la dégradation des services publics. Ils voient les urgences dans les hôpitaux se déliter. Quand vous êtes prof, vous voyez ce qui se passe quand vous êtes policier, etc. etc. Et donc il y a un malaise qui est assez fort. Et donc le réflexe syndical et corporatiste, c'est le toujours plus. Il manque de moyens, etc. Mais on voit quand même qu'on est sans doute arrivé à une extrémité en France, c'est-à-dire qu'on prélève quand même énormément et qu'il y a des éléments structurels qui font qu'on a une efficience de la dépense publique qui n'est pas satisfaisante. Et donc sans doute qu'une partie des fonctionnaires s'en rendent compte parce que c'est leur quotidien de voir cette dégradation. Madame, au fond? Oui, bonjour. Je vous entends parler de l'argent, comme Jacqueline vous a dit, qu'est-ce qu'on fait de notre pognon. Mais il y a quand même une grande injustice sociale qui est ressentie par les Français. Et vous dites, les Français, la dépense publique, on en parle depuis 10 ans, 15 ans. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on ne parle pas suffisamment de comment est employé notre argent? Puisque vous dites, on n'a plus de service public. C'est vrai, c'est la dégradation. On en a encore, mais c'est la dégradation. Ça se dégrade, c'est le Oui, sentiment. ça se dégrade. Mais alors, notre argent public va où? Est-ce que notre argent public sert à financer les cabinets comme on a eu la McKinsey? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on met trop notre argent public dans le fonctionnement, dans le paiement des fonctionnaires? Là, récemment, hier, j'ai encore vu
l'état des dépenses au Sénat, c'est absolument incroyable. Donc tout ça, ça crée une injustice sociale. Est-ce qu'on ne doit pas plus parler de ça? On a vu Contribuable Associé qui s'est battu pour les indemnités du Conseil constitutionnel, mais tout ça, il faut en parler, c'est de l'injustice sociale. Et je pense qu'on n'en parle pas assez et que les Français ne se... Moi, quand j'en parle autour de moi à des gamins qui ont 17, 18 ans, ils sont effarés de penser qu'on peut payer les obsèques des sénateurs. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais il faut en parler, il faut que les Français sachent tout ça. C'est ce qu'on appelle les privilèges. Les privilèges, voilà. Je suis d'accord avec Quand vous, vous voyez la SNCF qui se permet, quand vous voyez un type comme Fabien Villedieu à la télé sur toutes les chaînes de télé, c'est scandaleux d'inviter des gens comme ça à la télé. Ces gens ne partent pas à la retraite. À 60 ans, ils sont tous à la retraite. Ils ont des avantages considérables. Et alors tout ça, mais c'est de l'injustice sociale et on ne met pas ça assez en avant. Merci madame. Jérôme Fourquet va vous répondre. Alors, ce n'est pas moi qui fais les invitations sur les plateaux de télé. Et alors, plusieurs choses. La première, c'est que dans ce projet de réforme des retraites, il y a un des volets qui est quand même l'extinction progressive des régimes spéciaux. Alors, je dis bien progressive. Hein. Vous connaissez. Bon. 60% des Français sont favorables. Non mais... Donc, vous voyez, il y a quand même, vous parlez d'injustice, ça, c'est très ancré aussi dans la société française, c'est de regarder ce qui se passe à côté et de dire, il y a des emplois à statut, etc., etc., et aujourd'hui, ce n'est plus acceptable, alors même que la pyramide démographique est ce qu'elle est, que certains continuent de partir plus tôt. Donc ça, cette idée-là, elle a fait son chemin, elle est aujourd'hui assez majoritaire dans le pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez du statut des fonctionnaires, donc on peut en débattre, mais ce qui nourrit beaucoup l'interrogation des Français, c'est quand ils apprennent le salaire d'un enseignant, d'une infirmière, d'un flic, qui sont parmi les moins payés d'Europe quand on fait les comparaisons internationales. Alors même qu'on a des dépenses publiques qui sont les plus élevées au monde. Et donc, vous voyez que, si vous voulez, le discours est un peu en train de changer. C'est plus les privilèges de telle ou telle catégorie, dont on peut discuter, qui hérissent le poil d'une partie des Français, mais c'est plus l'incompréhension en disant les services publics se délitent, les gens qui travaillent dedans, objectivement, sont plutôt mal payés, et pour autant, ça nous coûte un bras. Et donc, expliquez-nous, entre ce qui rentre dans le tuyau et ce qui sort, où ça passe. Alors, on peut se dire, il y a McKinsey qui est passé par là, etc., etc. Bon, ben, c'est 1 milliard. Hein. 1 milliard, vous voyez que c'est une paille par rapport... Alors on dit, non, mais on peut dire, si on commençait par ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond. C'est toute la question des doublons. Regardez les collectivités locales, la suradministration. Regardez ce qui se passe. On est dans un ensemble qui s'appelle l'Union européenne. On est le meilleur élève, au sens où on surtranspose systématiquement toutes les directives européennes, parce qu'on a une armada de fonctionnaires, catégorie A, etc., etc., ils ne font pas rien, ils travaillent. Mais leur boulot, c'est de faire des nouvelles normes, inventer des procédures pour les faire appliquer ou contrôler ces normes, etc., etc. Et donc, si je reboucle avec ce que je disais initialement, on a embauché massivement dans le public, notamment en haut de la pyramide, hein, puisqu'on a eu une volonté politique portée par Jean-Pierre Chevènement à la fin des années 80, 80% d'une classe d'âge au bac. Quand Chevènement dit ça, on a 30% d'une classe d'âge qui va au bac. Aujourd'hui, on les a atteints, les 80%. Chacun jugera. Sauf que, on a vu tout à l'heure que notre économie productive s'était effondrée. Et donc, on a fabriqué massivement des diplômés, alors qu'on a un secteur privé et productif qui s'est considérablement rétracté. Une part très importante de ces diplômés sont partis dans la sphère publique ou parapublique. Et donc, aujourd'hui, c'est des niveaux de rémunération qui sont plus élevés que les personnels d'exécution dans la fonction publique. Et ils ne font pas rien, mais moi, c'est une de mes thèses, c'est qu'ils contribuent à l'inflation normative, réglementaire et autres, à tous les niveaux. Et donc, à mon avis, c'est sur le fonctionnement et l'organisation de nos services publics, plus que sur les avantages, qu'il faut les regarder. On peut regarder sur les avantages. Regardez, pendant la crise Covid, il y a une statistique intéressante qui était sortie.
entre France et Allemagne, alors souvent on aime se faire mal, on compare avec l'Allemagne, vous prenez 100 personnels hospitaliers. En France, vous aviez 34%, enfin 34 sur 100 qui étaient personnels non soignants. En Allemagne, c'est 24. Voilà. Et donc je pense que c'est dans ce genre de couches et d'écarts que se loge toute une partie de la dépense publique. Mais encore une fois, ils ne font pas rien. Vous parlez avec des infirmières au moment du Grenelle du Ségur de la santé, elles vous disent on passe notre vie à remplir des tableaux Excel. Mais il y a bien quelqu'un qui les a pondus, les tableaux Excel. Et quelqu'un qui va les lire derrière. Voilà. Et est-ce que ça, c'est vraiment utile? Vous voyez? Plus que leur salaire. Parce qu'encore une fois, quand vous les prenez tous individuellement, on a plutôt une paupérisation de la fonction publique qu'autre chose. Alors même que ça coûte un bras. Donc je pense que c'est le grand sujet qui va monter. Donc on pourrait appeler ça l'axiome Moureau. C'est qu'est-ce que vous faites du pognon? Où passe l'argent? Où passe votre argent? La réponse est ici, le livre noir des gaspillages de contribuables associés. Si vous ne l'avez pas déjà lu, procurez-vous-le. On va terminer, il y a beaucoup de questions encore. Monsieur là-bas. Oui, à vous, monsieur. Une remarque pour éclairer un peu plus la dégradation des services publics. J'ai été très étonné de constater que dans le rapport annuel du défenseur des droits, la part de plaintes qui concerne l'administration française est de l'ordre de 3/4 des plaintes. On pourrait imaginer, oui, c'est extrêmement surprenant. On pourrait imaginer, défenseur des droits, ben on va défendre des droits des enfants, l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Eh ben non, 3/4 des plaintes concernent l'administration. Intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui va. Alors regardez, dans le même ordre d'idée, regardez les délais d'instruction ou de réponse à des demandes. Hein, et donc là aussi, si on fait du très terre à terre, est-ce que vous êtes fait refaire vos papiers? 6 mois pour... Enfin, les gens disent, on est où? Vous voyez? Et donc ça a été... Et alors c'est plus le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe, c'est plus les commissariats, ça a été délégué aux mairies en disant, on va rapprocher ça du citoyen, ça va être plus efficace. Donc toutes ces mairies ont dû s'équiper de machines, etc., etc. Et moralité, le service rendu à l'usager est moins bon. Et on n'est pas sûr du tout que les économies aient été faites en bout de course. Et donc ça, les Français le constatent aussi. Une dernière question, vous pourrez échanger à l'issue de cet entretien avec Jérôme Fourquet qui va signer son ouvrage « La France sous nos yeux ». Monsieur, vous serez le dernier, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît, pour vous entendre un petit peu mieux. Merci. Je vais reparler un peu d'économie. Donc, le PIB par Français dans les années 80, le produit intérieur brut, donc divisé par le nombre de Français, ça représentait à peu près le même niveau que celui du PIB allemand ou que le PIB américain en 1980. 40 ans après, 30% ou 35% de moins que les Allemands et peut-être 50% de moins que les Américains. Donc, qu'est-ce que la France et nos hommes politiques ont fait pendant tout ce temps-là? Et surtout, aujourd'hui, donc on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'emplois de services, mais à faible niveau. Donc, comment va continuer, si vous voulez, quelle va être l'évolution? Donc, comme on est parti sur de nouveau une industrialisation importante, parce que c'est difficile de la faire, ça veut dire que le déclin dont on parle là, il est réel et il continue. Oui. Très réel, hein, parce qu'en 40 ans, on perd 30%. Alors c'est 30% en relatif hein, par rapport aux autres. Oui, par rapport aux autres, mais les autres, ils ont progressé. Oui, certes, bien sûr. Mais je veux dire, bon, on est quand même au sein de l'Europe. Bien sûr. Donc, alors, ce que je dis, alors, on a commémoré le 60e anniversaire du traité de l'Élysée ce week-end. Et donc nos politiques disent toujours l'élément central de la diplomatie française, notre politique étrangère, c'est le couple franco-allemand. Sauf que les Allemands, ils ont les mêmes chiffres que vous. Et ils voient que leurs partenaires décrochent de plus en plus. Et donc on l'a vu à différentes déclarations d'Olaf Scholz. Les Allemands, la relation de couple n'est pas du tout équilibrée aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Parce qu'il y a un effet de réalité à un moment. Deuxième point, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis convaincu, c'est qu'on a perdu notre base productive. Et ce faisant, c'est ça qui explique notre dégradation, notre rétrogradation. Et on l'a masqué par un produit dopant qui s'appelle la dépense publique. C'est-à-dire que ça a fait illusion, voilà, et qu'on est sans doute, peut-être... En train d'y revenir. Alors, d'y revenir, je ne sais pas, mais sans doute au bout du cycle, ou du chemin.
toute la question, c'est de savoir est-ce que ça va durer encore 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Parce que ça peut être long. Voilà. Et on a peut-être encore un peu de sursis. Mais effectivement, c'est de plus en plus criant et de plus en plus palpable. Et on peut masquer tout ce qu'on veut. Ça saute quand même de plus en plus aux yeux. Alors, la désindustrialisation a touché les autres pays occidentaux. Mais je pense que chez nous, parce que c'est la responsabilité des politiques, ils ne sont pas responsables de tout, je pense que chez nous, nos élites politiques et économiques se sont plus accommodées de ça et se sont moins battues qu'ailleurs, en disant il y a une fatalité, il y a une loi de l'histoire. Vous savez, on avait appris à l'école, il y a le secteur primaire, la pêche, la mine, l'agriculture, le secteur secondaire, on transforme les matières premières, l'industrie, et le secteur tertiaire. Et de la même manière qu'il y avait... on avait dit adieu au secteur primaire, on avait fermé les mines, il n'y a plus beaucoup de pêcheurs, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs. On s'était dit, dans les années 80-90, c'est sans doute le moment de dire adieu à l'industrie. Tout ça, c'est un peu le monde d'avant. Et on aura l'avenir radieux qui nous attend avec le tertiaire, le tourisme, la tech, la finance, le service à la personne, etc., dans lesquels, la publicité, dans lesquels on avait des fleurons. Alors, pour ne pas parler uniquement des responsables politiques, prenez quelqu'un qu'on présentait comme un grand capitaine d'industrie qui s'appelle Serge Turuc, qui était le patron quand même de la Compagnie Générale d'Électricité, un fleuron industriel français. En 2000, voilà, faire briller ses talents. En 2000, quand il est à la tête de la Compagnie Générale d'Électricité, il a un discours qui développe le concept de l'entreprise fabless, c'est-à-dire l'entreprise sans usine, en disant, nous, aujourd'hui, plus de sites de production en France, on fait que la R&D et le marketing. C'est là que la valeur ajoutée se loge, et tout le reste, on va délocaliser et sous-traiter. Bon, vous voyez le bilan à l'arrivée. C'est dans ces années-là que le ministère de l'Industrie est rétrogradé au rang de secrétariat d'État à l'industrie, par exemple. En 2001, on a l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Et les gens disent, mais comment ça se fait qu'on a encore de la chimie dangereuse, polluante, etc. Il faut vraiment se débarrasser de tout ça. Et donc, il faut faire du Beauval, il faut faire du Disney. 92, 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de Billancourt. Il restait 4000 salariés chez Billancourt. 12 avril 92, 12 jours plus tard, inauguration de Disney. Voilà. On a 16 000 salariés chez Disney, 16 millions de visiteurs par an. Et donc, on a dit, voilà. Et vous voyez le Stade de France qui a été construit sur les ruines de l'ancienne banlieue rouge. Vous voyez un truc qui s'appelle Big Bang Schtroumpf, maintenant qui s'appelle le parc Walligator en Moselle, qui a été construit sur les ruines d'un grand laminoir à Agondange. Et donc, dans toutes ces années-là, on a dit, leader économique comme leader public ou administratif, on va switcher d'un modèle à un autre. Bon, on a le résultat à la fin, donc on a quelques fleurons touristiques, on a encore nos pépites dans le luxe, qui produisent encore en France, mais sinon, la peau, en fait, c'est Kenney et compagnie, c'est les physiocrates. On a une perte de substance productive, et donc tout ça, à la fin, c'est 30% de décrochage avec des pays avec lesquels on était à égalité il y a encore 40 ans. Voilà. Les Espagnols, les Italiens ont une production industrielle par rapport à leur PIB supérieure à la France. La France est le plus mauvais de l'économie. Et les Britanniques aussi, dont on a beaucoup rigolé en disant ils ont tout bazardé, ils ont mis leurs œufs uniquement à la City, alors que nous, on a gardé des fleurons, etc. Un des plus gros sites industriels automobiles en France aujourd'hui, c'est Toyota, à Valenciennes. Et si vous regardez parce qu'il n'y a pas que nos responsables publics, c'est une société qui a fait le choix de cette société de loisirs. Voilà. Si vous prenez le classement Challenge des 500 premières fortunes de France, ils nous ont gentiment, dans le cadre de ce livre, renvoyé le premier classement qu'ils avaient fait. On est à la fin des années 90. Sur les 500 fortunes françaises, vous avez 30% d'industriels. Aujourd'hui, il y en a 5%. Donc on a aussi toute une partie de notre élite économique qui a décidé de dire adieu à l'industrie. J'ai quelques exemples en tête, de grandes familles d'industriels agroalimentaires en Bretagne, qui aujourd'hui sont dans l'hôtellerie de luxe. Et c'est sûr que pour la deuxième, troisième génération, c'est plus glamour dans les soirées parisiennes de dire qu'on a un hôtel de luxe plutôt qu'un abattoir où on égorge des milliers de cochons tous les jours.
C'est plus classe, quoi. Bon, n'empêche que pour le développement du territoire, c'est pas la même histoire. Et donc, c'est pas que des décisions de politique publique. Alors, on a aussi quand même des décisions de politique publique sur le fait qu'on a tout fait reposer notre protection sociale qui se gonflait sur la production et sur le travail. Et donc, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les baisses de charges uniquement ont été, en gros, c'était pas pensé comme ça, mais in fine, c'est comme ça que ça s'est produit, sur les secteurs à plus faible valeur ajoutée. Et donc, en fait, on a scié et on a contribué, on a laissé s'affaiblir nos moteurs productifs. Et on a dopé le moteur en injectant de la dépense publique. On est sans doute à la fin du chemin, mais peut-être que la voiture va cahoter et octer encore 5 ou 10 ans. Toute dernière question. Non, c'est contre les usines en Bretagne. Ils bloquent les abattoirs. Ils ont même bloqué une usine pour fabriquer des croissants. À Rennes, oui, du côté de Rennes. Bridor. Ouais. Bridor. Le groupe Le Duf. Ouais. Alors attention, hein, c'est la Bretagne heureuse. On est aux portes de Rennes, il y a 3% de chômage. Donc il n'y a pas besoin d'usine dans ce coin-là, vous voyez, mais on est là-dessus. Centrale électrique aussi. Dernière question, Jérôme Fourquet. Alors on parlait de l'avenir, des générations futures. Vous avez récemment piloté une étude sur l'engagement de la jeunesse, dans laquelle il ressort que 81% des jeunes estiment que leur génération a le pouvoir d'agir. On peut s'en réjouir, non? Oui, alors pouvoir d'agir pour faire quoi? On va voir. C'est là que j'attends votre réponse. Voilà. Donc quand ils sont sur le pouvoir d'agir, ils sont plus aujourd'hui préoccupés sur la question de la transition écologique, qui les concerne beaucoup. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le changement du rapport au travail, eux, ils sont la dernière génération en bout de pointe de la courbe. Hein. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils ont un imaginaire et un rapport au travail qui est très différent de ceux des générations précédentes. Et donc, oui, effectivement, ce sera à ces générations-là de relever le défi. Et puis à des organisations comme les vôtres, aussi d'essayer de les éclairer sur, j'allais pas dire les vrais, mais les principaux enjeux qu'ils auront à affronter. On va conclure sur cette très belle parole. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Merci à vous.